Bon, d'abord, l'hyperactivité, franchement, euh, ça fait peut-être plus de 30 ans que je vois des patients hyperactifs. C'est quand même un grand sac de nœuds et ils sont à l'évidence pas tous pareils du tout les uns des autres. Voilà. Alors, on a l'impression qu'ils sont tous pareils parce que dans le DSM, il y a marqué hyperactif. Donc, on les voit, on dit, bah, ils sont comme dans le DSM, ils sont hyperactifs, donc ils sont hyperactifs. Sauf que dans la réalité, ils sont très différents. Alors, on va dire, ah oui, mais c'est parce qu'il y a des comorbidités. Voilà. Alors, bien sûr, dès qu'on ouvre les tiroirs des comorbidités, il y en a des légions, il y a à peu près tout, tous les 10, les troubles de l'humeur, même les personnalités borderline, pourquoi pas, et même des troubles et même l'autisme. Alors, le dernier à la mode, c'est pour moi complètement fou, hein, mais peu importe. Donc, il y a toutes les comorbidités de la Terre. Et entre nous, quand il y a toutes les comorbidités de la Terre, ça veut dire qu'il y a un problème derrière le diagnostic. Bon, donc du coup, moi ce que je vous propose dans un premier temps, ben, quand on réfléchit à une pathologie, on va faire un point sur la pathologie. On ne va pas considérer que le DSM dit la pathologie et puis un point c'est tout. Voilà, on est entre cliniciens, on va parler clinique sur des patients. Alors, je vais commencer par un truc qui m'a interpellé, qui n'a rien à voir avec l'hyperactivité, c'est avec l'autisme. Vous savez, les autistologues, ils parlent d'autisme syndromique et d'autisme l'autre. Et alors, vous savez, l'autisme syndromique, ça serait l'autisme pour lequel il y a une cause génétique trouvée. Et l'autisme, l'autre, ben, c'est les autistes, moi que j'appellerais les vrais autistes. Parce que les autistes qui ont un problème génétique, en fait, ils ont un problème génétique. Et ils ont un phénotype qui ressemble à l'autisme. Mais pour moi, les vrais patients autistes, ils n'ont pas de problème génétique. Ben, dans l'hyperactivité, je pense que c'est exactement pareil. Je pense qu'il y a des vrais hyperactifs, purs, on va en discuter. Et puis après, il y a toute une constellation qui ressemble à l'hyperactivité, mais en fait, c'est autre chose le problème. Alors, du coup, que sont les hyperactifs purs? Alors, je vais vous donner mon point de vue à moi, mais quand même, avant de vous donner mon point de vue à moi, je me suis posé des questions. C'est l'intérêt de parler à un séminaire. Et du coup, je suis allé regarder les questions, l'histoire. Vous savez, maintenant, dans tous les manuels sur l'hyperactivité, on fait l'histoire de l'hyperactivité pour dire que c'est pas un diagnostic récent, que ça existait depuis toujours et que c'est pas une invention des Américains, c'est pas pour donner du méthylphénidate, etc. Ça existait depuis toujours. Et on cite toujours l'article de Steele en 1902 dans le Lancet. Voilà, qui serait le premier article sérieux décrivant l'hyperactivité. Ben, figurez-vous que cet article, on peut l'avoir à un clic de souris sur Internet. Donc, je l'ai téléchargé, je l'ai lu. Et il a été republié en 2006 par Journal of Attention, machin, etc. Journal que je lis pas, mais j'ai honte, mais c'est la vie. Donc, en tout cas, j'ai lu ce papier de Steele. Et c'est extraordinaire parce que, c'est vrai, il est fort. Voilà. Il est fort. C'est-à-dire, il décrit, c'est un bon clinicien, et il faut être honnête, à l'époque, il y avait plein de bons cliniciens. Mais alors, ce qui est marrant, c'est la façon dont il décrit l'origine de l'hyperactivité. Pour lui, son problème à l'origine, c'est une altération du contrôle moral. Est-ce que toute altération du contrôle moral chez l'enfant est due à une idiotie ou pas? Alors à l'époque, ils ne s'embarrassaient pas du vocabulaire politiquement correct. Il y avait les enfants idiots et les enfants qui n'étaient pas idiots. Mais vous voyez, on voit très bien ce que ça veut dire. Alors il dit, c'est vrai qu'il y a des enfants qui ont une altération du contrôle moral. Et ça, socialement, c'est pas cool. Que ce soit en Suisse ou en France, c'est pas cool l'altération du contrôle moral. Et donc, pour lui, il y a 3 types d'enfants comme ça. Il y a les enfants qui ont une perte du sens moral. Et on voit ce que ça veut dire déjà, hein, perte du sens moral. Il y a des enfants qui sont idiots. Voilà, donc du coup, ils ont une altération du contrôle moral parce qu'ils sont idiots, alors ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis, peut-être qu'il y a une altération du contrôle moral sans idiotie, alors qu'il correspondrait à un désordre de la volonté. Donc à un problème d'inhibition. Mais tout de suite, il dit, et là, c'est là que le titre de votre séminaire, il est extraordinaire, en fait, c'est toujours avec des émotions incontrôlées. Là, quand même, il faut le faire, hein. En 1902.
Alors que l'ADHD, ça n'existait pas, et ça n'existait pas avant des décennies. Tout de suite, il dit, il y a des enfants, mais quand même, altération du contrôle moral à l'origine, hein, c'est pas l'inhibition, c'est altération du contrôle moral. Mais il dit, voilà, désordre de la volonté et émotion incontrôlée. Et là, il dit, tiens, et en général, ça se retrouve quand les enfants ont des lésions du cerveau, parce qu'au début du XXe siècle, des enfants qui avaient des lésions du cerveau, ben, il y en avait plein. Et donc, d'habitude, on voit ça là, mais en fait, ben, ça existe aussi pour des enfants qui n'ont pas de lésion du cerveau. De là, l'histoire de minimal brain damage et compagnie et compagnie. C'est-à-dire, ça serait comme si les enfants avaient des lésions du cerveau, mais en fait, ils n'en ont pas. Alors, d'abord, quand même, il faut reconnaître l'extraordinaire finesse clinique de ce bonhomme qui trouve quand même tout seul le phénotype de ce qu'on appelle hyperactivité et tout ce qui tourne autour. Mais néanmoins, il met l'altération du contrôle moral avant tout. Et c'est là qu'on va retrouver tout le bazar qu'il y a dans le DSM autour des troubles externalisés, avec tous les DDDDDDD, c'est-à-dire ADHD, ODD, CD, DMDD, hein, qui sont tous mélangés, c'est-à-dire l'hyperactivité, le trouble oppositionnel avec provocation, les troubles des conduites, et puis le disruptive mood dysregulation disorder, le petit dernier qui ennuie tout le monde, ou qui plaît beaucoup. Voilà, donc on voit que, en fait, depuis 120 ans, rien n'a changé. Rien n'a changé. Il y a du verbiage neurobiologique, mais pour moi, c'est du verbiage, ça ne change rien. Et en termes phénotypiques, on en est exactement au même point que la présentation clinique de Steele. Alors, du coup, pour avancer, je vais vous proposer une observation clinique que j'ai vue hier. Et j'en vois 3-4 fois par an, et chaque fois, ça me scotche. C'est un petit bonhomme qui s'appelle Enzo, il a 5 ans, 10 mois. Il m'est amené par sa maman, il vit seul avec sa maman, ils se sont séparés, les parents se sont séparés alors qu'il avait 2 ans. Culturellement, dans ce type de culture, c'est normal, les parents se séparent, mais il y a la grand-mère, et la maman, elle a les pieds sur terre, la tête sur les épaules, elle tient la route, elle s'occupe de son petit Enzo. Bien sûr, j'ai tout modifié, hein, c'est anonyme. Hein. Voilà, alors Enzo, développement tout à fait normal, et dès qu'il s'est mis à marcher, eh ben, il a couru. C'est exactement ce que me dit sa maman. Dès qu'il s'est mis à marcher, il a couru, et là, depuis qu'il s'est mis à marcher, il n'arrête pas de courir. Et donc à la crèche, il court, il va à l'école maternelle, et dès l'école maternelle, alors en Suisse, enfin vous devez connaître l'histoire d'école maternelle, les enfants en France vont à l'école à 3 ans, on appelle ça la petite section, à 4 ans on appelle ça la moyenne section. En moyenne section, il a dû changer d'école parce qu'il commençait à être maltraité par ses enseignants tellement qu'il bougeait, tellement que c'était pas possible. Donc changer d'école en moyenne section de maternelle, j'en vois pas souvent des comme ça. Et alors, je le vois en consultation, et là, c'est extraordinaire. J'ouvre la porte, en 15 secondes, il est derrière mon fauteuil, en train de chercher les jouets. 5 secondes après, il prend le téléphone. 3 secondes après, il met les mains dans le trou où passent les fils des câbles de l'ordinateur. Et ça, après, 10 secondes après, il prend la toise pour mesurer la hauteur des enfants, il fait des nœuds avec. Et ça, et sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et bien sûr, sa maman est très embêtée, elle dit, mais quand même, et arrête. Je dis, ah, mais attendez. Et il se retourne vers sa maman, il dit, mais t'es fâché, maman? T'es fâché? Et elle lui dit, mais non, je suis pas fâché, mais elle en peut plus. Et alors il y a un écho, mais bon, c'est pas grave. Et si vous voulez, donc, vous avez tous compris, il est hyperactif à la puissance 100, et ça arrive, voilà. Il y a des enfants qui sont... D'ailleurs, c'était très, très étonnant parce que elle a amené à une assistante sociale à un moment donné, elle a dit, je vais l'amener en consultation, dans l'hôpital je consulte, et l'assistante sociale lui dit, non, non, faut pas faire ça, ils vont lui donner des médicaments. Et puis au bout de 5 minutes, elle a dit, l'assistante sociale, ah, peut-être qu'il faudrait quand même l'amener à l'hôpital, quand même. Donc ça, c'est l'hyperactivité pure. Mais ce que je vais rajouter de très important, c'est que cet enfant, il était joyeux. Il était heureux dans le box de consultation. Et ça, c'est un élément émotionnel super important pour le diagnostic d'hyperactivité. À l'origine de l'hyperactivité, les enfants sont joyeux, ils sont même plus joyeux que les autres enfants.
Et on va revenir sur cet élément qui est un élément crucial et qui est repris par les associations d'adultes hyperactifs. Vous pouvez les maintenant, aux US, il y en a plein, où ils disent que l'hyperactivité, ça a des bons côtés. Et parmi les bons côtés, il y a ça. Alors, après, alors le problème, vous allez me dire, et là on va rentrer dans la méditation de pleine conscience, etc., etc. Le problème, c'est le temps. C'est-à-dire, comme on dit des enfants hyperactifs, il va trop vite. Voilà, il vit vite. C'est comme si c'était un film en accéléré. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça ressemblait à ça. Et là, on va rentrer dans la question. Alors, nous, on dit ça. Mais le problème, c'est que nous, quand on parle du temps, on a des idées reçues sur ce qu'est le temps. Et là, je renvoie à un colloque très intéressant qu'il y a eu il y a 15 jours, organisé par Michel Dugnat, normalement à Avignon, mais c'était en ligne, comme on est là aujourd'hui. C'est-à-dire, il organise un congrès national francophone, la RIP, sur les tout-petits, l'infant psychiatry, comme on dit en anglais. Et ce congrès était sur la temporalité chez le tout petit. Et j'ai entendu des trucs extraordinaires sur... Il y a des études de sciences cognitives fascinantes sur l'apprentissage de la temporalité, même par le fœtus. Enfin, on arrive à faire des expériences sur les fœtus pour voir comment ils arrivent à percevoir le temps à partir des battements du cœur de la mère, des pas, du déhanchement quand elle marche, etc., de la musique qu'elle entend, etc., etc. C'est absolument fascinant. Sauf que j'ai réalisé en étant à ce congrès qu'en fait on parle du temps pour les tout petits avec notre vocabulaire qui est le vocabulaire d'adulte. Or figurez-vous, vous savez peut-être pas, mais que la notion de temps existe dans toutes les cultures. Dans toutes les cultures, il existe la notion du temps et dans aucune culture on ne sait la définir. D'ailleurs, il y a un philosophe qui disait « Ne me demandez pas ce que le temps et je sais ce que c'est, demandez-moi ce que c'est et je ne sais plus ce que c'est. » Voilà, et c'est complètement vrai. Et alors en fait, la notion du temps est extraordinairement compliquée. Et en fait, le truc, c'est qu'on peut compter les battements du cœur, on peut compter les jours, on peut compter les saisons, et les physiciens s'en sont appropriés, et du coup, il y a un temps qu'on apprend à l'école et qui est sur une droite avec un instant qui est un instant ponctuel qui n'a aucune épaisseur. C'est ça qu'on apprend à l'école, et le temps, c'est comme ça. Et d'ailleurs, j'ai parlé depuis 10 minutes, et j'ai mesuré ça avec ma montre qui est en train de tourner. Sauf que pour l'enfant, pour mon petit Enzo, lui, il ne sait pas ça. C'est pas ce temps qui vit là. Et donc là, il faut arrêter. Pour vraiment comprendre ce qu'est le temps d'un hyperactif, il faut prendre du recul. Et le recul, il nous est donné par des philosophes. Et pour moi, le philosophe qui a le mieux parlé du temps, c'est un philosophe français à la charnière du 19e et du 20e siècle, qui a dit non, le temps, c'est un truc de physicien. Pour l'humain, c'est la durée qui compte. C'est la durée. Et en fait, et là, je trouve qu'on va rentrer dans le champ des psychothérapies de mindfulness, c'est que, en fait, le passé, c'est la mémoire. Et le futur, c'est de l'anticipation. Et ce qui compte, c'est l'instant présent. Mais l'instant présent, c'est pas ce que disent les physiciens. L'instant présent, il a une épaisseur. Et c'est ce qu'on appelle la durée. Et alors c'est intéressant parce que même les neurophysiologistes y trouvent ça, parce qu'en fait, quand on traite l'information, il y a des centaines de millisecondes entre la perception, la mentalisation, etc. Et en fait, tout ça se passe dans une seconde, en gros, voilà. Et en fait, vous voyez, notre espace psychique, il est dans la seconde, en sans arrêt. Sans arrêt. Et donc, en fait, on vit dans une durée. On vit dans une durée, dans une épaisseur du temps. Et en fait, tout ce qui est en dehors de cette épaisseur du temps, en fait, c'est que des fantasmes. Ou c'est de la mémoire, ou c'est de l'anticipation. Ça, c'est le premier point. Et alors, le deuxième point, c'est qu'au même moment, il y a un autre philosophe allemand qui, en fait, dit que toute conscience est conscience de quelque chose. Toute conscience est conscience de quelque chose. C'est une phrase très connue. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, dans notre durée, on est conscient, mais quand on est conscient, cette conscience, elle est tendue toujours vers quelque chose. Toujours. On ne peut pas être conscient à plat. Alors peut-être sauf en méditant. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça.
Mais en tout cas, dans la vie de tous les jours, quand on est conscient, on est toujours tendu vers quelque chose. Et alors là, on va retrouver la psychopathologie, c'est extraordinaire, ces deux concepts de durée et d'intentionnalité. Figurez-vous qu'il y a longtemps, il y a un psychiatre qui s'appelait Minkowski qui disait que l'essence de la dépression, c'est la stagnation du temps vécu. Et pour moi, d'ailleurs, je rajouterais de la dépression névrotique. On n'a plus le droit de dire dépression névrotique, donc je vais me laver la bouche avec du savon après le séminaire. Mais comme on est entre nous, vous voyez ce que ça veut dire. Il y a des gens qui se prennent la tête alors qu'ils ne devraient pas, et ils deviennent malheureux. On appelle ça une dépression névrotique. Ça veut quand même dire quelque chose. Et donc, les gens qui ont une dépression névrotique, c'est vrai, il y a une stagnation du temps vécu, et vous voyez, la durée se dilate. La durée se dilate, et l'intentionnalité s'effondre. Le temps stagne et il n'y a plus d'intention. Eh bien, l'hyperactivité, c'est exactement le contraire. L'hyperactivité, la durée se rétrécit et il y a un épanchement d'intentionnalité. Il y a un débordement d'intentionnalité. Et les enfants hyperactifs, c'est pour ça qu'on dit qu'ils ont un déficit de l'attention. Parce qu'en fait, c'est ça qui est extraordinaire avec les sciences cognitives. On dit déficit de l'attention. Qu'est-ce que c'est l'attention? Ah ben c'est les ressources pour la conscience. Mais qu'est-ce que la conscience? La conscience, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Non, en fait, un hyperactif, tout va vite. Pourquoi? Parce que sans arrêt, il veut aller ailleurs. Parce que sans arrêt, son intentionnalité est projetée partout. Et c'est pour ça qu'il a un déficit de l'attention. S'il faut prendre du temps à faire un truc rasoir, il ne va pas le faire. Parce qu'il faut que son intentionnalité aille partout, sans arrêt. Donc, alors vous me direz, mais c'est bizarre, si la dépression, c'est la stagnation du temps vécu et la baisse de l'intentionnalité, si le contraire, c'est l'hyperactivité, normalement, le contraire de la dépression, c'est la manie, c'est pas l'hyperactivité. Non, le contraire de la manie, c'est la dépression psychotique, c'est pas la dépression névrotique. Le contraire de la dépression névrotique, c'est l'hyperactivité. Le contraire de la dépression psychotique, c'est la manie. Et on va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, bien sûr, il existe d'autres situations où il y a un rétrécissement de la durée. Le traumatisme infantile, une violence sexuelle infantile, vous ne pouvez pas vous installer dans la durée parce que cette durée, cette mentalisation, elle est douloureuse. Sans arrêt, votre trauma revient. Donc vous rétrécissez la durée et effectivement, des enfants qui ont été victimes de violences sexuelles, ils ont l'air d'être hyperactifs. Et sémiologiquement, c'est très difficile de dire la différence, alors que c'est évident. Ils ne sont jamais joyeux, je vous garantis. Ceux qui ont été violés, ils ne sont jamais joyeux. Et des enfants qui ont des éléments psychotiques, parce que la psychose, ça empêche d'être dans la durée, pareil. Et on a plein d'enfants qu'en France, on appelait avant dysharmonie psychotique, c'est-à-dire, et d'ailleurs avant, dans le DSM-4, c'était trouble envahissant du développement non spécifié. C'est-à-dire des enfants bizarres, où le moi est pas très solide. D'ailleurs, on ne sait plus tellement comment les appeler aujourd'hui. Ah, peut-être des MDD, mais ça marche pas trop non plus. Donc en tout cas, ces enfants, ils peuvent pas mentaliser tellement et ils ont l'air hyperactifs. Mais bien sûr, on voit que le problème, c'est pas l'hyperactivité, c'est autre chose. Même s'ils sont hyperactifs, même si on peut leur faire de la mindfulness, même si on peut leur donner des stimulants, c'est pas mon problème. Le problème, c'est que c'est comme l'autisme syndromique et pas syndromique, ce n'est pas de l'hyperactivité essentielle. C'est une hyperactivité syndromique. Voilà, il faudrait dire qu'il y a une hyperactivité syndromique et une hyperactivité essentielle. Alors, j'ai dit qu'ils étaient joyeux. Vous voyez, on est rentré dans les émotions. On rejoint la thématique de la soirée. Ils sont joyeux. Ouais, mais ils sont pas que joyeux, faut être honnête. Au bout d'un certain temps, ils sont frustrés. Et l'intolérance à la frustration, c'est un élément majeur qui va faire partir l'hyperactif en eau de boudin. Et pourquoi ils sont frustrés? Parce que leur durée n'est pas compatible avec la nôtre. C'est-à-dire en permanence, il y a de l'intentionnalité. Mais nous, on ne suit pas. Nous, on ne peut pas suivre. Le maître, il ne peut pas suivre. La maman, elle ne peut pas suivre. Personne ne peut suivre. Donc, ils sont en but avec la réalité. Et
Eh ben, il y a d'abord une frustration. Il y a une frustration. Je ne vis pas dans un monde dans lequel je peux construire mon intentionnalité, donc je suis frustré, donc je me mets en colère, donc il y a une dysrégulation émotionnelle. C'est ça qu'on dit. Et c'est là que je suis d'accord avec Martin. Je ne suis pas du tout neurodéveloppementaliste, pas du tout. Mais bien sûr, le primum, c'est le problème de l'attention, c'est pas le problème des émotions. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais cliniquement, ça se voit, c'est une évidence. Hein. C'est une évidence. Alors, revenons maintenant aux émotions. Alors, du coup, j'ai cherché, vous voyez, j'ai cherché, ben la joie, qu'est-ce que c'est? Parce que je les vois joyeux, mes patients, je les vois joyeux. Mais finalement, la joie, c'est quoi? Eh bien, c'est très joli, parce qu'il y a une vraie question, est-ce que la joie, c'est du plaisir? Est-ce que la joie, c'est quoi? Et pourquoi ils sont joyeux, les hyperactifs? Eh bien, c'est le même philosophe de la durée qui a écrit un très beau texte sur la joie et le plaisir. Et je vous le lis, c'est 3 lignes. Hein. La joie, c'est pas le plaisir. Le plaisir n'est qu'un artifice imaginé par la nature. Imaginé par la nature pour obtenir de l'être vivant la conservation de la vie. Il n'indique pas la direction où la vie est lancée. Mais la joie annonce toujours que la vie a réussi, qu'elle a gagné du terrain, qu'elle a remporté une victoire. Toute grande joie a un accent triomphal. C'est extraordinaire comme phrase. C'est vrai que la joie, c'est un triomphe. Et pourquoi l'hyperactif, il est joyeux? Parce qu'il a découvert. Parce que dans sa quête de l'intentionnalité, vous savez que tous les enfants, un enfant a tout à découvrir. À 5 ans, vous avez tout à découvrir. Et vous avez vu, quand un enfant voit un insecte, voit une fleur, il est joyeux. Il a découvert la fleur et l'insecte. C'est émouvant d'ailleurs. Ça nous émeut parce que nous, on est blasés. La fleur ou l'insecte, on s'en fout. Bon, ben, on en a déjà vu 100 000. Et voilà. Où est le problème? Mais pour eux, c'est fascinant. Ben, l'hyperactif, il découvre sans arrêt. Donc sans arrêt, il est joyeux. Et voilà. C'est juste normal. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, Martin a parlé des liens subtils qu'il y a entre hyperactivité et borderline. Et je suis complètement d'accord avec ça. Si le diagnostic différentiel, plus ils grandissent à l'adolescence, franchement, il y a des hyperactifs. Entre hyperactivité et borderline, c'est pas forcément facile à voir. Et d'ailleurs, il y a des comorbidités d'addiction, etc., etc., etc. Mais pourquoi il y a ça? Pourquoi? Ben, tout simplement parce que, à force de vivre dans un univers qui vous empêche de réaliser votre intentionnalité comme vous voulez, à force de vivre dans un univers, dans une société qui n'est pas comme vous, ben vous êtes en but à la réalité. Quand vous êtes en but à la réalité, ben vous mettez un pied dans la psychose. Il faut appeler un chat un chat. La psychose, c'est quoi? C'est être incapable de vivre dans la réalité. Quand vous ne pouvez pas vivre dans la réalité, vous mettez un pas dans la psychose. Quand vous mettez un pas dans la psychose, vous êtes borderline. Ben voilà, c'est pas compliqué la psychopathologie. Alors, on va dire à propos des émotions, mais oui, mais alors les maniaques, ben, ils sont hyperactifs. Alors, c'est très intéressant. Parce que figurez-vous que quand j'ai vu mon petit Enzo, je me suis dit, tiens, ben ça, c'est ce que disait Marie-Christine Mourin. Elle me disait, autrefois, il y avait un diagnostic qui s'appelait hypomanie chronique de l'enfance. Eh bien, beaucoup de jeunes enfants hyperactifs ressemblent à une hypomanie chronique de l'enfance. Et d'ailleurs, beaucoup de nos collègues nord-américains se sont pignolés à cause de ça en parlant de troubles bipolaires de l'enfant. En fait, non, ils ne sont pas bipolaires. Ils sont hyperactifs, mais ça ressemble à une hypomanie. Mais c'est pas une hypomanie. C'est pas une hypomanie. Vous avez déjà vu des patients maniaques. Un patient maniaque, il n'est pas joyeux. Il est excité. C'est pas la même chose être excité et être joyeux. Un patient maniaque, il a la joie triste. D'ailleurs, vous savez que la plupart des états maniaques, ils sont mixtes. Il y a de la dépression en même temps dedans. Hein? Et on reprend ce que disait Bergson, hein, la joie c'est une victoire. Un maniaque, il n'a jamais de victoire. Il est aigri, fondamentalement. Et en fait, la manie, c'est pas la pathologie de la durée, c'est la pathologie de la joie. Les maniaques sont malades de la joie. Ils sont joyeux, mais ils ne sont pas joyeux. Ils ont la maladie de la joie. Et le diagnostic différentiel, en fait, il est simple. Mais c'est juste qu'il faut penser ça. Et donc, à partir de tout ce que je vous ai dit, moi je pense vraiment
que la méditation de pleine conscience, ben, que ça peut aider effectivement, pour toutes les raisons qu'on a dit. Mais je pense qu'avant, il faudrait qu'on soit tous d'accord pour faire un effort de pensée psychopathologique. Parce qu'en fait, l'hyperactivité, ben, c'est plus compliqué que le DSM. Merci.